Il va vous parler d'un sujet dont on a déjà parlé il y a 1 an et demi, 2 ans avec Madame Portals, mais je pensais que c'était intéressant d'avoir à nouveau une présentation sur ce microbe et sur cette maladie. D'abord parce que c'est une maladie qui est extrêmement importante, malheureusement en nombre de patients et en conséquences pour les patients. Deuxièmement, c'est une maladie qui fait partie de ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées. C'est pas mis en lumière comme la tuberculose ou comme d'autres mycobactérioses. Et puis troisièmement, Laurent Marcelier a une approche et un éclairage de maladies qui sont clairement différents de ce que avait pu présenter Françoise Portals il y a quelques semestres. Et donc je pensais que c'était intéressant de l'inviter aujourd'hui. Je le remercie donc d'avoir accepté cette invitation, d'avoir fait ce grand trajet en train Angers, Marseille, aller et retour. Et sans plus attendre, on écoute sa présentation. Donc merci pour l'invitation, merci pour la prise de risque de m'avoir invité. Des fois ça peut se passer mal. Donc je travaille à l'université d'Angers depuis maintenant 3 ans et je travaille uniquement sur Mycobacterium ulcerans et l'ulcère de Buruli, et tout particulièrement sur l'écologie de Mycobacterium ulcerans. De vous présenter un petit peu tous les travaux que nous réalisons depuis quelques années maintenant à Angers, et aussi avec un balayage sur toute la vie pour que vous ayez les différents éclairages sur la transmission de Mycobacterium ulcerans. Donc l'ulcère de Buruli, c'est quoi? C'est une maladie à tropisme essentiellement cutané, qui débute généralement par un petit nodule, comme on peut voir ici. Ce nodule évolue en petite ulcération, c'est indolore, il n'y a pas de fièvre. Et si la personne n'est pas prise en charge, eh bien l'ulcération s'étend et s'étend de façon dramatique. Donc après plusieurs semaines de phase ulcérative, il peut y avoir des guérisons spontanées, des cicatrisations spontanées, mais dans ce cas-là, les cicatrisations spontanées posent des problèmes, puisque il se pose, après cicatrisation, on peut perdre l'usage d'un membre, à cause des rétractions musculo-tendineuses. Donc c'est une maladie très stigmatisante et au point socio-économique important, comme vous pouvez le deviner, parce que ces personnes-là, si c'est une jeune fille, ne peuvent pas se marier et ne peuvent pas travailler non plus. Donc souvent, elles sont exclues de leur village. Il faut savoir que cette maladie est une maladie de l'enfance, entre guillemets, puisque 60% des cas sont des enfants qui ont moins de 15 ans. Donc cette maladie, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Rancourt, c'est une maladie tropicale, elle sévit donc principalement en Afrique de l'Ouest, surtout autour du golfe de Guinée. Mais on trouve aussi quelques cas dans des pays tempérés, en particulier en Australie. Mais je dirais que ça reste marginal, puisqu'il y a à peu près une dizaine de cas par an en Australie. Mais elle existe quand même dans les zones tropicales, dans les zones tropicales et tempérées. Cette maladie est dite émergente, par exemple, si on le voit c'est le cas du Bénin, qui est un pays qui est le mieux organisé dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. On peut voir que depuis les années 1990, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Et on voit ici une légère chute après les années 2006. On ne sait pas si on vient à la stabilisation ou peut-être un manque de dépistage actif. Donc il est clair que cette maladie est quand même émergente, puisqu'il y a l'apparition de nouveaux foyers. Je pense au Cameroun, où il y a 20 ans il n'y avait qu'un foyer. Maintenant on est rendu à 3 foyers, et c'est clair que ce sont des nouveaux foyers. Au Sénégal, il y a eu quelques cas que nous avons diagnostiqués, 2 cas. Donc peut-être que ça veut dire que le Sénégal va devenir une zone endémique. Et enfin, on suspecte aussi des cas au Mali. Donc la question qui se pose est bien sûr de savoir est-ce que c'est une maladie émergente ou réémergente. En fait, l'ulcère de Buruli, c'est une maladie que l'on pense assez ancienne, puisque en 1897, Sir Albert Cook avait vu des patients présenter des lésions qu'il a reportées ici sur son carnet, qui faisaient penser déjà à l'ulcère de Buruli, vu que c'était déjà dans la région où il y a des cas d'ulcère de Buruli. C'est seulement en 1948, en Australie, que le bacille est isolé pour la première fois, et il porte alors dans ce cas le nom de Mycobacterium ulcerans, parce qu'il provoque de vastes ulcères. C'est le microbiologiste Peter McCollum. Et de 1948 à 1970, il s'est passé peu de choses sur l'ulcère de Buruli. C'est une maladie qui a été complètement oubliée, on ne s'en est pas occupé, même s'il y a eu beaucoup de cas rapportés en Afrique. Et c'est à partir des années 1970 qu'il y a eu un intérêt pour l'ulcère de Buruli. Pourquoi? Parce qu'en Ouganda, il y avait des réfugiés qui ont été déplacés et mis sur un bord du lac, la lac Victoria, dans l'arrondissement de Buruli, dans la région de Buruli. Et très rapidement, il y a eu de nombreux cas d'ulcère de Buruli apparaître. Et c'est pour ça qu'on a appelé le nom d'ulcère de Buruli. Et il y a eu 300 cas sur un camp de réfugiés de 2500 personnes. Donc c'est là qu'il y a eu le déclic où les gens ont commencé à s'intéresser à Mycobacterium ulcerans. Donc l'ulcère de Buruli, causé par Mycobacterium ulcerans, qui est un bacille qui appartient à la même famille que le bacille responsable de la tuberculose et de la lèpre, a une grande originalité par rapport aux autres mycobactéries, c'est qu'il produit une toxine que l'on voit ici. Cette toxine porte le nom de mycolactone.
C'est une toxine de nature lipidique qui n'est pas protéique, comme on pourrait le voir souvent dans les bactéries. Je pense par exemple à la toxine cholérique. Et cette toxine, elle est responsable des ulcérations. Ces ulcérations sont dues au pouvoir cytotoxique important de la toxine. Et aussi, elle aurait une activité immunomodulatrice, c'est-à-dire qu'elle limiterait l'efficacité du système immunitaire au niveau des lésions. Et cette toxine est responsable de la couleur jaune des colonies lorsqu'on isole Mycobacterium ulcerans. D'ailleurs, des souches de Mycobacterium ulcerans qui ne produisent pas de toxine sont blanches. Autre particularité de Mycobacterium ulcerans, c'est toujours lié à la toxine, c'est que les gènes codant pour les enzymes permettant la synthèse de cette toxine sont présents sur un plasmide géant que l'on peut voir ici. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un fait nouveau, assez original pour une mycobactérie. Donc cette toxine produite par la bactérie, et en fait elle reste proche de la bactérie, elle est mise dans un réservoir que l'on appelle la matrice extracellulaire. Alors Mycobacterium ulcerans, comme la plupart des mycobactéries, pour les gens qui travaillent avec les mycobactéries, forment des agrégats. Et ces agrégats, par contre, la autre originalité de Mycobacterium ulcerans, sont recouverts d'une matrice extracellulaire. Donc matrice extracellulaire qu'on a l'habitude de voir dans les biofilms, mais là, à la différence des biofilms, c'est que c'est pas chaque bacille est enveloppé dans sa matrice extracellulaire, c'est l'ensemble de l'agrégat. C'est un petit peu comme quand vous prenez un paquet de bonbons, il y a des bonbons, et le paquet qui fait l'emballage, c'est la matrice extracellulaire. Et cette matrice extracellulaire, nous avons montré qu'elle avait un rôle important dans la pathogénicité, c'est-à-dire que les souches qui ont enlevé cette matrice étaient moins virulentes, et s'il y avait plus de difficultés à coloniser les autres, que sont l'homme, enfin on va dire la souris, le mammifère pour nous, aussi l'insecte, on va revenir dessus tout à l'heure, et aussi protège la mycobactérie contre les substances antimicrobiennes, antibiotiques, mais aussi contre le système immunitaire. Et c'est dans cette matrice extracellulaire que la toxine est présente en forte quantité. Et cette toxine, une partie de cette toxine est présente dans la matrice extracellulaire sous forme de vésicules que l'on voit ici, donc produite par la bactérie, qui emballe la toxine, et ce qui permet à cette toxine, qui est lipidique très hydrophobe, sans doute de diffuser à distance des foyers bactériens. Et en plus, nous avons montré que lorsque la toxine est associée à ces vésicules, son pouvoir cytotoxique est augmenté d'un facteur 100 à 1000. Donc ça, c'est une originalité qu'on avait montrée il y a quelques années, quand j'étais à ce classe-là, et il y a un papier récent qui vient de sortir sur les mycobactéries en général, et en fait, il a été montré, qui vient d'être publié, il a été montré que beaucoup de mycobactéries étaient capables de produire des vésicules, et dans ces vésicules, il y a beaucoup de facteurs, et ces vésicules étaient enrichis en facteurs de virulence. Donc cette toxine a une activité cytotoxique, probablement, certainement immunomodulatrice, et aussi on pense qu'elle joue un rôle dans l'hypoesthésie des lésions. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces lésions ne sont pas douloureuses. Ce qui pose un problème puisque les gens, parce que ce sont des zones reculées, rurales, loin des services de santé, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur, on ne va pas aller voir le médecin pour un petit bouton. Donc on laisse évoluer. Et c'est quand l'ulcération est importante que là on va consulter. Et entre-temps, bien sûr, on passe chez le sorcier, le local, ce qui pose encore d'autres problèmes. Donc ces lésions sont absolument peu douloureuses, voire pas douloureuses. Et ce qui a suggéré que cette toxine, ce qui suggère que cette toxine peut jouer sur le système nerveux. Donc là, je vais vous présenter un travail, c'est la première fois que je le présente, donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut Pasteur de Corée et l'équipe de Priscille Brodin, qui a consisté à étudier l'interaction entre Mycobacterium ulcerans, sa toxine, et le système nerveux. Donc, je vous demanderai d'être très indulgent. Donc concernant les relations entre Mycobacterium ulcerans et plus particulièrement sa toxine et le système nerveux central, le système nerveux en général, il y a une hypothèse qui est la suivante, puisque cette toxine a une activité cytotoxique, alors elle provoque, elle tue les neurones périphériques, ce qui expliquerait l'absence de douleur chez les patients. Donc ça, c'est des travaux qui ont été montrés par les équipes japonaises et américaines, qui en effet, on voit bien que chez l'animal, lorsqu'il y a des lésions importantes, je dis bien quand il y a des lésions importantes, ulcérées, eh bien, il y a une dégénérescence des fibres nerveuses. Mais nous, on ne défend pas tellement cette hypothèse. Pourquoi? Parce que les médecins locaux nous ont rapporté que lorsqu'ils mettent, par exemple, cet enfant sous traitement antibiotique, au bout de quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, 15 jours, entre 2 et 3 semaines, eh bien, les lésions deviennent douloureuses. Et en interrogeant les neurobiologistes, ce n'est pas compatible avec une repousse de neurones. Donc cette observation nous a suggéré que la toxine devait agir sur le système nerveux d'une autre façon. Et nous, on a posé l'hypothèse suivante que peut-être, comme la plupart des toxines, je dirais, des bactéries qui peuvent jouer sur le système nerveux, pourraient influencer la transmission du signal nerveux en jouant sur les flux ioniques. Donc pour cela, nous avons pris dans un premier temps, donc on a fait un modèle, on a forcé un modèle basique, nous avons pris des macrophages primaires, même en ligne cellulaire, et nous avons marqué avec une sonde fluorescente qui indique l'état de
polarisation des membranes des cellules. Donc c'est le disbac. Donc lorsqu'on ajoute une toxine sur ces cultures, regardez ce qui se passe, on va voir qu'il y a une variation de fluorescence, la fluorescence tend à diminuer. Cet indicateur de potentiel de membrane indique qu'il y a une hyperpolarisation. En effet, si la fluorescence diminue, ça veut dire qu'il y a une hyperpolarisation cellulaire. Si la fluorescence augmentait, ça veut dire qu'il y aura une dépolarisation cellulaire. Donc là, on venait de montrer, au moins sur des macrophages, qu'à des concentrations non cytotoxiques, la toxine pouvait hyperpolariser les cellules. Donc évidemment, dans un deuxième temps, nous avons réalisé une même expérience sur des neurones primaires, cette fois-ci bien évidemment. Donc vous avez ici les neurones, on a ajouté la toxine, on voit bien une diminution de la fluorescence importante. Diminution qui traduit une hyperpolarisation cellulaire. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, s'il y a une hyperpolarisation des cellules neuronales, eh bien évidemment, il y a plus de difficultés à transmettre l'information nerveuse, à exciter ces neurones. Donc en utilisant ce modèle d'hyperpolarisation sur des macrophages, nous avons réalisé un screening à haut débit, par microscopie à haut débit, pour identifier les cibles ou les voies cellulaires impliquées dans cet effet hyperpolarisant de la toxine. Donc le principe est le suivant, vous avez ici nos cellules, marquées par l'indicateur fluorescent de potentiel de membrane. Si on ajoute la toxine, elle rencontre sa cible, dans ce cas-là, il y a une hyperpolarisation cellulaire et donc une diminution de la fluorescence. Par contre, si on utilise un siRNA qui empêche ou limite la synthèse de la cible de la toxine ou qui joue sur la voie de signalisation cellulaire, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de variation de fluorescence. Donc on a réalisé un screening avec 8000 siRNA, donc ce screening a été réalisé à l'Institut Pasteur de Corée, en utilisant un microscope à haut débit, l'Opéra, et on avait réalisé une analyse d'image dédiée à notre application. Donc là, je suis désolé, je ne peux pas vous dire toute la vérité, puisque ce sont des résultats non publiés. Donc, rapidement, on a montré que on a identifié un récepteur qui pouvait être impliqué dans cet effet hyperpolarisant. En réalisant des binding essais, on a montré que la toxine était capable de se fixer sur ce récepteur, et on a bien sûr pu déterminer une IC50. Donc tout ça c'était in vitro, sur des macrophages. On a fait les mêmes expériences avec des neurones en utilisant des inhibiteurs spécifiques. Et là aussi on a montré que lorsqu'on utilisait un inhibiteur de ce récepteur, de l'activation de ce récepteur, il n'y avait plus d'effet hyperpolarisant de la toxine. Ensuite nous avons vérifié ça dans le modèle animal, le but c'était un peu d'aller plus loin que le modèle cellulaire. Donc pour cela on a pris des queues de souris, des souris que nous avons infectées avec Mycobacterium cereus et attendu qu'elles développent des lésions. Mais des lésions que l'on voit ici, qu'on appelle une œdème au niveau de la queue ou de la patte, non ulcérative. C'est très important, je parle bien de lésions non ulcératives. Et on a soumis en fait ces animaux à des sources de chaleur et on a regardé le temps que l'animal mettait à retirer sa queue ou sa patte de la source de chaleur. Donc avec l'appareil phytarifique, donc on l'a bien sûr modifié pour que ce soit aussi faisable sur les pattes de souris. Donc une souris non infectée par Mycobacterium cereus a un temps de réaction à la chaleur d'à peu près 7 secondes dans notre système. Une souris infectée par Mycobacterium cereus a un temps de réaction à la chaleur de 13 secondes. On voit bien une nette différence. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir notre modèle. On se retrouve un petit peu dans le cas des patients. Oui, il y a rien, entre guillemets, c'est moins douloureux. Lorsqu'on utilise un inhibiteur de notre récepteur de la toxine, chez les souris non infectées, eh bien, on voit globalement que le temps de réaction est identique. Donc, ce qui veut dire que notre inhibiteur n'a pas d'influence sur la transmission de l'information nerveuse. Et enfin, les souris infectées par Mycobacterium cereus, présentant lésion, à qui on donne l'inhibiteur, qui empêche l'activation de notre récepteur, ont un temps de réaction semblable au témoin. Donc, ce qui veut bien dire que ce récepteur est impliqué dans l'effet hypoesthésique des lésions. Et on a eu la chance de pouvoir obtenir, on nous a donné, il faut rester honnête, des souris knockout pour le récepteur, et en fait, pareil, on voit bien que chez ces souris, il n'y a pas d'hypoesthésie au niveau des lésions. Donc la question, bien sûr, c'est est-on sûr qu'il n'y a pas, ce qui veut dire qu'il peut y avoir hypoesthésie sans dégénérescence des fibres nerveuses. Encore faut-il le montrer. Donc pour cela, on a réalisé différentes études histologiques, surtout en microscopie électronique à transmission, pour étudier le système nerveux, voir s'il y a une dégénérescence des fibres nerveuses. Donc on a pris notre modèle de souris, on s'est intéressé aux nerfs sciatiques, très facile à étudier. Et en fait, là on a fait ça bien sûr avec un laboratoire de neurobiologie, et ils ont été clairs et nets, il n'y a pas de dégénérescence des fibres nerveuses chez les souris infectées par Mycobacterium cereus. Par contre, on peut voir des dégénérescences des fibres nerveuses au stade tardif, c'est-à-dire lorsque la souris présente des ulcérations importantes. Et on pense que c'est l'ulcération qui provoque la dégénérescence des fibres nerveuses. C'est compris ?